à vous qui aimez les psys et qui ne saviez pas, alors aujourd'hui nous allons vous proposer avec Frédéric une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo fait partie de l'onglet Travail de la chaîne Psycho pour tous, mais comme d'autres vidéos, elle aurait pu faire partie de l'onglet Enfance, Adolescence, Adulte, Couple, Famille. Donc du coup, voilà, on l'a mis dans Travail, mais elle traverse beaucoup d'onglets de la chaîne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire une vidéo sur ce sujet et inviter donc Frédéric Gall à échanger sur cette question? J'ai été formée à la thérapie par le jeu et la créativité, et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire de fin de formation pour aider des collègues thérapeutes, parce que je me rendais compte en fait qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec la question de l'homosexualité en général. Alors, ils n'étaient pas homophobes, mais ils ne savaient pas comment faire en fait. Et donc, j'ai fait un mémoire qui s'intitulait donc comment aider des thérapeutes à accompagner des personnes homosexuelles. Dans ce cadre-là, j'ai réalisé une enquête. Une enquête avec 36 questions fermées et ouvertes. Et en fait, j'ai été relativement débordée par les résultats, puisque au lieu d'avoir une trentaine de réponses, j'en ai eu 500. Et nous avons donc fait appel à l'Université Laval au Québec et à Michel Doré qui a bien voulu donc superviser cette recherche et qui a donc mené à l'édition de l'ouvrage Être homo aujourd'hui en France, aux éditions H&O en 2012. Suite à cela, donc, j'ai pu faire également un article dans le journal des psychologues, donc je mettrai la référence dans la description de la vidéo, car il me paraît effectivement important de pouvoir former à la fois des étudiants, à la fois des élèves, à la fois des professionnels, des familles, sur cette question-là, enfin former en tout cas, permettre aux personnes de pouvoir avoir des informations sur la question de manière à avoir les bonnes réponses, parce que comme le disait Boris Cyrulnik, lorsque on dit quelque chose à quelqu'un, eh bien selon la manière dont il va réagir quand on lui dit aura un impact très fort. Donc j'ai invité Frédéric Gall aujourd'hui. Frédéric Gall donc a été donc directeur d'une association sur les questions LGBT pendant 11 ans. Il est formateur et il a également édité un ouvrage qui s'intitule « Le travail social auprès des victimes d'homophobie ». Dans ce cadre-là, dans le cadre des éditions de ces ouvrages, on a également respectivement participé à écrit de nombreux articles sur la question, dont on en mettra une partie dans la description. Frédéric, vous allez donc, tu vas pouvoir mettre aussi tout ça dans la description, tu me donneras ça. Alors, en fait, lorsque on a travaillé sur cette question avec le Québec, eh bien, je me suis rendu compte que le Québec était beaucoup plus en avance sur nous. Michel Doré, avec lequel j'ai eu la joie de travailler, a mis en place avec des collègues à lui aussi sur le Québec beaucoup de choses, dont une formation sur la diversité sexuelle. Je vais vous donner quelques informations, quelques chiffres sur ce qui se passe au Québec. Et en tout cas, ils sont beaucoup plus avancés que nous en termes de formation, en termes d'organisation de webinaires, par exemple, sur la question. En France, on n'en est pas du tout là. Alors, Frédéric, justement, je t'ai fait venir parce que tu interviens notamment dans les milieux scolaires pour sensibiliser les élèves à cette question-là. Est-ce que tu pourrais du coup nous en dire un peu plus? Alors, les milieux scolaires sont des milieux qui sont tout à fait intéressants pour intervenir. D'une, parce que la thématique, elle commence à se révéler. C'est là où il y a les premières découvertes de sa sexualité, les premières découvertes aussi de ses sentiments ou de ses désirs, mais aussi les premières interrogations sur la question de normalité, sur la question de l'appartenance aussi à un groupe. Ça nous a paru très important au niveau de notre volonté d'intervenir sur cette partie-là, en tout cas de ce public-là, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et qu'il faut pouvoir sensibiliser les jeunes d'abord à la différence, sensibiliser à l'autre, sensibiliser au respect de l'autre,
et aussi déconstruire des préjugés qui peuvent être mis, qui peuvent être posés, parce que c'est important de pouvoir ne pas du tout vivre sur ce qu'on connaît, découvrir ce qu'on ne connaît pas et s'intéresser surtout à l'autre, avec une réflexion beaucoup plus globale sur la question de la diversité, parce que nous sommes pluriels et les multiples facettes que nous avons de notre vie, de notre perception en tout cas de la vie, a le mérite de pouvoir être échangé. Et quand on parle de quelque chose, on se sent moins seul évidemment. Et le but est de pouvoir accompagner les élèves, mais aussi, bien évidemment, les profs et tout le personnel éducatif sur cette question-là. D'accord, donc parce qu'en fait, on échangeait sur le fait que dans les établissements scolaires, tous les établissements scolaires ne l'organisent pas. Alors tous ne le font pas, d'abord il y a une volonté globale de l'État normalement de mettre en place des choses dans les programmes. La question de lutte contre l'homophobie ou la lutte contre les LGBT-phobies, c'est quelque chose d'inclus en tout cas au niveau du ministère. Par contre, on se heurte évidemment à comment les établissements scolaires perçoivent cette lutte contre l'homophobie. Certains ont estimé que des interventions sont importantes, donc intervenir dans les lycées, rencontrer les élèves et en parler. Et puis il y en a d'autres qui estiment que coller une affiche dans un couloir au fin fond de l'établissement, c'est une forme de lutte contre l'homophobie et eux, ça leur suffit. Et puis d'autres qui estiment qu'il n'y a pas d'homophobie chez eux, ou comme un proviseur m'avait répondu, il n'y a pas d'homosexuels chez nous, donc forcément pas d'homophobie. C'est aussi leur démontrer que cette réflexion-là, elle est un peu archaïque et qu'il faut vraiment pouvoir en parler parce qu'on se rend compte qu'en libérant la parole, ça permet aussi à des jeunes qui jusque-là se posaient des questions, n'avaient pas de réponse, de pouvoir les trouver. Alors à la fois effectivement libérer la parole et à la fois peut-être, on le verra aussi dans les autres interventions que tu ou que j'ai pu faire également dans différents espaces, qu'il est important de pouvoir permettre aux personnes de développer l'empathie. À ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai pu faire sur l'empathie pour essayer de pouvoir permettre aux personnes de se représenter ce que l'autre vit et donc du coup d'avoir peut-être un comportement et une attitude différente. Alors, en 2012, lorsque nous avons édité avec Michel Doré Être homo aujourd'hui en France, travaillant dans une école de travail social à Montpellier, il me paraissait essentiel de pouvoir faire la conférence à l'IRTS de Montpellier pour justement sensibiliser les travailleurs sociaux, les professionnels qui sont travailleurs sociaux. On a eu également des familles, des parents qui ont pu venir à la conférence, mais on s'est rendu compte qu'en fait finalement dans les programmes au niveau des formations d'éducateurs spécialisés, d'accompagnants éducatifs et sociaux, de moniteurs éducateurs, etc., la question de la diversité sexuelle n'était pas au programme. Et nous avons essayé quand même depuis des années avec Frédéric de pouvoir mettre en place ça, notamment à l'IRTS de Montpellier, mais pas que, puisque toi tu es intervenu aussi ailleurs, et de pouvoir permettre d'intégrer cette question-là au niveau des formations transversales, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants sociaux, pour quand même intégrer cette question dans les formations en travail social, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident, d'autant moins évident qu'on se heurte là aussi à des concepts un peu archaïques de cette question de la sexualité, cette question de la diversité, cette question aussi de la norme sexuelle, et qu'on se heurte à des parcours de vie, on se heurte à des difficultés pour certains de parler simplement de la thématique de la sexualité. Donc parler d'homosexualité en plus, c'est encore plus compliqué. Mais heureusement, certains le mettent en place. Et même si ce n'est pas mis en place au niveau national, c'est mis en place dans certains établissements qui, eux, ont repéré déjà des problématiques ou des professionnels qui se heurtaient à des difficultés et qui veulent surtout les accompagner. Parce que c'est ça le but, c'est de les accompagner dans leur pratique au quotidien. Mmh. Et dans l'expérience qu'on a pu avoir au niveau de l'accompagnement de jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir intervenir à l'Observatoire national du suicide parce qu'il est important aussi de savoir qu'il y a une fragilité très importante liée à l'annonce du coming out, souvent associée à une période dépressive qui est antérieure à l'annonce. Et donc c'est un public qui est très sujet, beaucoup plus sujet aux idéations suicidaires que les autres jeunes. Dans le cadre donc d'intervention à l'Observatoire national du suicide, il m'avait été renvoyé que les écoles de travail social justement devaient impérativement, il était urgent également de former à cette question de la prévention du suicide chez les jeunes et notamment les jeunes victimes d'homophobie et de transphobie.
Ensuite, en France, eh bien, on est donc bien loin de ce qui se passe au Québec. Et donc déjà, faire en sorte que les personnes de la relation d'aide puissent se former. Mais également, Frédéric, toi, tu es aussi allé un petit peu plus loin. Puis ça se passe, il y a d'autres associations qui peuvent peut-être aussi intervenir dans le milieu professionnel. Parce que le milieu d'entreprise est un milieu où on a l'impression qu'on va simplement faire son travail. Et on se rend compte qu'au-delà de faire son travail, on y passe beaucoup de temps. Et qu'on rencontre les mêmes thématiques et on rencontre les mêmes difficultés, en tout cas d'intégration, qu'on peut rencontrer n'importe où. Et que c'est important, vu le temps qu'on passe au travail, qui est en même temps assez important, qu'on puisse faciliter à la fois l'inclusion de la diversité, c'est un peu l'idée, et pas que ce soit juste un terme qui est vain, mais un terme vraiment où on est vraiment dans l'inclusion de l'autre, dans toutes ses facettes, mais aussi les bonnes pratiques. C'est-à-dire, est-ce que je me comporte bien avec le collègue qui a annoncé son homosexualité? Est-ce que je laisse l'espace nécessaire pour que le collègue puisse annoncer son homosexualité s'il le souhaite? Est-ce que si la personne ressent un questionnement sur l'identité de genre et qu'elle souhaite par exemple qu'on l'appelle par le prénom qu'elle a choisi, comment moi je me situe par rapport à ce sujet? On a l'impression que c'est des sujets en entreprise, on va se dire mais on nous parle de l'homosexualité partout, mais on se rend compte que dans le milieu d'entreprise c'est un vrai sujet. Il suffit juste d'imaginer le retour des vacances de Noël, on demande avec qui vous êtes parti, où vous êtes parti, est-ce que vous avez des photos? Et forcément, si vous êtes homo, vous allez devoir montrer des photos avec votre conjoint ou votre conjointe, qui fait que les autres vont découvrir que vous êtes homo. Quand vous devez ouvrir un compte en banque, vous allez l'ouvrir au nom des deux personnes, donc soit de nom de garçon, soit de nom de fille. Quand vous allez devoir parler de votre vie, ce que vous avez fait pendant le week-end, vous allez devoir expliquer que vous étiez avec un garçon ou avec une fille. Donc forcément, cette question de l'homosexualité, elle va évidemment être pas prégnante, mais elle va être comme la question de l'hétérosexualité pour un couple, en tout cas une personne qui serait hétérosexuelle. Donc il faut pouvoir en parler de manière libre, se sentir assez à l'aise pour le faire, tant pour accompagner les personnes qui voudraient le faire, que pour accompagner aussi les collègues qui peut-être sur ces sujets seraient soit un peu réticents, soit pas forcément ouverts. Il y a la question également de l'homoparentalité. Au niveau des enseignants, par exemple, nous avions eu l'occasion également à l'IRTS de Montpellier de faire intervenir l'association des parents gays et lesbiens. Et justement dans ce cadre-là, de voir comment des fois il n'était pas simple, quand on arrive à l'école, la question de la fête des mères, la question de la fête des pères. J'ai déjà eu des témoignages d'enseignants qui pouvaient ne pas être homophobes, ne pas se dire homophobes, mais toutefois se sentir déconcertés, décontenancés, parce que c'était juste la première fois qu'ils se retrouvaient face à cela. Et ce qui est important, c'est justement que la personne qui le vit n'ait pas cette sensation d'homophobie ou de transphobie, par exemple, mais de pouvoir se dire, voilà, justiciez pas. Sauf que quand on vit quelque chose de difficile, on n'attend pas ça de la personne qui nous soutient, on n'attend pas ça de notre thérapeute, par exemple. Dans l'enquête que nous avions faite avec Michel Doré, il était ressorti, par exemple, que les personnes souhaitent que leur thérapeute ne soit pas spécialement homosexuel, mais qu'il soit en tout cas homosensible. Et ça, c'était important justement, le niveau de la formation. Alors, on va en venir également à un autre type d'intervention que l'on a pu faire aussi, qui sont les conférences. Qui sont les conférences qui vont pouvoir être ouvertes aux professionnels, mais pas que, aux familles, aux personnes qui sont concernées, qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas dire, etc. Et qu'est-ce qui se passait par exemple dans le cadre des conférences? Quel type de conférences tu as pu faire qui était... C'est des conférences très, très globalisantes sur à la fois qu'est-ce que c'est que l'homosexualité. Alors c'est très basique, on ne va pas chercher très loin, c'est qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel? Qu'est-ce que c'est que l'homophobie? On a l'impression aussi que ce sont des sujets qui sont simples. Qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel? C'est un homme qui est un homme ou une femme avec une femme. Et on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que cette définition qui est posée. On se rend compte que l'homosexualité, c'est à la fois effectivement des sentiments, mais c'est aussi un désir qui peut être sexuel, qui peut être physique, qui peut être simplement sentimental. On se rend compte que certains ont eu des expériences homosexuelles par le passé et pourtant ils sont maintenant en couple hétérosexuel. Donc est-ce qu'on les considère comme homosexuels désormais ou est-ce qu'on ne les considère pas comme homosexuels? Comment eux ils se considèrent? Comment les gens les considèrent? On se rend compte que la question de l'homosexualité c'est très très large en fait comme sujet et de mettre déjà des mots dessus c'est bien. Et puis la question bien sûr de l'homophobie qui est quand même assez importante. Qu'est-ce que c'est qu'être homophobe? Beaucoup vont vous dire je ne suis pas homophobe et Isabelle, tu l'as dit tout à l'heure, certains professionnels ne se considèrent pas comme homophobes, alors que peut-être ils peuvent avoir des comportements qu'on pourrait qualifier d'homophobes. Mais eux ne s'estiment pas que c'est de l'homophobie,
Du coup, qu'est-ce que c'est concrètement que l'homophobie? Est-ce que c'est un comportement physique? Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est un traitement différent? Est-ce que c'est une phobie au sens vraiment étymologique du terme, ou est-ce que c'est aussi une ignorance? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler encore de phobie dans la mesure où la personne n'a pas une peur panique? Elle est simplement confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc on pourrait là aussi décliner le terme, et c'est important dans ces cas-là de pouvoir définir les termes pour que chacun puisse se retrouver et chacun puisse être dans sa propre ligne. Et l'intérêt des conférences grand public, c'est qu'on a tout un tas de parcours qui arrivent. On a des gens qui ont été confrontés, on a des gens qui se posent des questions sur le sujet, on a des gens qui sont parents par exemple d'enfants homosexuels qui ne savent pas du tout comment gérer ça, ou des gens qui se posent simplement des questions sur leur sexualité ou la sexualité de leurs semblables et qui veulent comprendre en fait ce qui se passe et ce qui se joue. Alors clairement, depuis une dizaine d'années, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup d'articles également, il y a eu pas mal il y a des téléfilms, des choses quand même qui se sont passées depuis notamment également depuis 2013, où il y a quand même eu le mariage pour tous en France. Alors c'est pareil, au Québec on n'en était pas là, mais voilà, les choses se passent à certains rythmes. J'ai eu l'occasion également de suivre en consultation des jeunes réfugiés. Il ne se passe pas non plus la même chose en Afrique et où les jeunes sont passibles par exemple de prison ou de mort. Donc voilà, selon les pays, selon les moments dans le temps, la question n'est pas traitée de la même manière. Donc, pour autant, aujourd'hui, il est quand même important de pouvoir vraiment continuer sur cette lancée, à mon avis, de pouvoir former également les professionnels de l'accompagnement social, médico-social, sanitaire, les enseignants, le milieu de la justice également. Quand une personne vient porter plainte pour dire qu'elle a été par exemple violée par un homme, comment est-ce que la personne qui accueille la déposition va réagir et se positionner? C'est important de pouvoir former vraiment une grande diversité de professionnels sur la question, ce qui n'est pas encore vraiment fait. Alors, l'État délègue ça à un certain nombre d'associations, mais il faudrait certainement encore continuer sur cette lancée. Quoi d'autre? Former les décideurs. Former les décideurs, exact. Former les décideurs, les chefs d'entreprise, les directeurs d'établissement qui peuvent justement accepter ou pas que des personnes comme Frédéric puissent intervenir au niveau du milieu scolaire. Quoi d'autre? Et on pourrait aussi inclure la question LGBT dans les programmes de formation justement des futurs professionnels pour que certes on intervient en formation initiale mais aussi en formation continue, mais intervenir aussi en formation initiale, c'est-à-dire dès le début que la personne arrive et que ce soit inclus automatiquement avec des modules de formation spécifiques dédiés à la question de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre et de pouvoir aider ces futurs professionnels à savoir quoi répondre quand ils sont confrontés et non pas arriver une fois qu'ils ont été confrontés, qu'ils n'ont pas su forcément quoi répondre. Non, et donc il est nécessaire également d'avoir un soutien psychologique important. Le problème du soutien psychologique, clairement, c'est que nombre de fois j'ai entendu des personnes dire je suis déjà allée consulter mais je n'ai pas osé parler du cœur du problème parce que je n'ai pas senti mon psy, entre guillemets, être dans l'accueil de cela. Donc il y a ça, et puis il y a la question de ne pas oser peut-être aller consulter, passer la porte d'un psy, puis il y a la question financière. Donc là, de plus en plus, il y a eu par exemple avec l'histoire du confinement un soutien aux étudiants, les mutuelles également prennent en charge de plus en plus la question des consultations psychologiques, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et il y a énormément de personnes en souffrance qui aujourd'hui ne peuvent pas, se sentent seules, énormément seules. Alors la question du développement de l'Internet, des réseaux sociaux, il y a même au Canada un projet de développement d'une application par exemple pour travailler avec les familles, soutenir les jeunes, etc. Mais c'est encore quand même, surtout en France, très, très à l'avenant. Qu'est-ce qui serait mettre bien en place encore des lieux d'accueil et d'écoute qui iraient de pair avec la question psy, de pouvoir favoriser en tout cas la possibilité d'avoir des endroits qu'on appelle safe, mais qu'on pourrait dire aussi des endroits sécures, des endroits qui permettraient vraiment à des personnes de se sentir libres, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec des personnes avec qui justement elles se sentiraient en confiance
parce que ça passe beaucoup par la confiance. Hein. Le thérapeute qui serait homosensible, ça va passer sur une confiance réciproque qui va être faite et ces lieux permettraient justement cette confiance-là. Ok, donc nous n'avons certainement pas parlé de tout. En tout cas, il nous paraît important de pouvoir développer de plus en plus la formation pour permettre à la fois la sensibilisation des personnels, des familles qui des fois ne comprennent pas le comportement de leur enfant. Dans la recherche que nous avions fait également, de montrer qu'effectivement ce n'est pas un choix d'être homosexuel et donc de fait, les personnes homosexuelles ne font pas ça pour embêter le monde, mais clairement voilà, de pouvoir également sensibiliser les familles. Alors il y a déjà des associations comme l'association Contact qui travaille avec les familles. Il y a l'association aussi L'Autre Cercle qui travaille au niveau du milieu de l'entreprise, etc. Donc n'hésitez pas à faire des recherches également sur Internet pour voir ce qu'il peut également y avoir autour de vous. Bien, nous vous remercions donc d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à actionner le bouton j'aime, à éventuellement vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Merde. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Au revoir. J'ai pensé en plus au tout début et je me suis dit non, ça va, ça tient. Le vent ne va pas. Mon Dieu. Tu veux refaire la fin?